Le sol n'était même pas sale. Je le voyais depuis la porte. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, frappant le carrelage blanc cassé lisse de cette lueur de fin d'après-midi qui me donnait toujours l'impression que la maison retenait son souffle. Mais elle était là, ma fille Willa, à genoux, une éponge jaune serrée dans ses petites mains, frottant le sol comme s'il était recouvert d'une crasse qu'elle seule pouvait voir. Elle avait une queue de cheval dénouée, ses cheveux tombaient sur son visage rouge, et ses lèvres étaient si serrées qu'on aurait dit qu'elle retenait les larmes du monde entier. Elle me regardait comme un soldat lèverait les yeux vers un obus qui approche, comme si elle s'attendait à ce qu'il touche, mais qu'elle n'avait d'autre choix que de continuer à travailler. « Salut, ma chérie, dis-je, ma voix, après des heures de route. J'étais sur la route depuis Détroit, la caféine et le stress me gardant suffisamment motivé pour rentrer 2 jours plus tôt. J'aurais voulu lui faire une surprise, peut-être même rentrer à temps pour voir ce petit sourire qui faisait toujours s'évanouir le reste du monde. Mais ce sourire n'était pas là, juste ses yeux, grands ouverts et vides, comme si elle était ailleurs dans sa tête. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas tremblé. Elle m'a juste regardé et a dit « Je suis clouée au lit ». Puis elle a baissé la tête et s'est remise à frotter. Je suis resté là, la valise toujours à la main, laissant le poids de ce mot, cloué au lit, s'installer. Les parents de ma femme, Patrice et Gordon, avaient cette façon de décider qui appartenait à leur propre famille et qui n'en faisait pas partie. Je l'avais vu à leur façon de me regarder au dîner, à leur façon de traiter ma fille comme une locataire plutôt qu'une enfant. Et Belle, ma femme, disait toujours « Laisse-les s'adapter. Laisse-leur le temps ». Mais le temps était venu pour moi de manquer dès que j'ai vu ma fille à genoux, comme ça, frotter un sol qui n'en avait pas besoin. « Où est Belle ?» ai-je demandé, mais ce fut comme un grognement, un son que j'ai à peine reconnu comme le mien. Willie ne leva pas les yeux. « Riverglide. » Elle a l'air à Riverglide. Sa voix était douce, neutre, comme si c'était un fait qu'elle avait mémorisé. Massy voulait y aller. Massy, la fille de Belle, celle qui avait le droit aux fêtes, aux soirées pyjama, au gâteau d'anniversaire avec les bougies scintillantes. Celle qui était invitée, fêtée, adorée. Je la voyais déjà, barbe à papa dans une main, hurlant de rire sur les montagnes russes, sans même penser à la sœur qu'elle avait laissée derrière elle. Ils t'ont laissé là. Ma voix s'est brisée, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai posé la valise délicatement et me suis accroupi à côté d'elle. L'éponge dans sa main était trempée, dégoulinant d'eau savonneuse sur le sol. Des carreaux qui brillaient sans la moindre trace. Je tendis la main et la posai sur son épaule. Elle tressaillit comme si elle n'était pas habituée à être touchée avec douceur. Ça faillit me briser sur le cou. Il disait que j'étais privé de sortie, répéta-t-elle, parce que j'avais oublié de ranger mes chaussures et laissé la lumière allumée dans la salle de bain. Ses yeux se posèrent sur les miens, si bleus et sérieux. Je suis désolé, déglutis-je avec difficulté, luttant contre la colère qui montait comme une tempête dans ma poitrine. Tu n'as rien à regretter, dis-je. Rien. Ses yeux se dirigèrent vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption et la gronde pour ne pas avoir travaillé assez vite. Je sentis ma poitrine se serrer sous une rage dont je ne me connaissais pas capable. Le genre qui me faisait serrer les poings, même si je savais qu'il n'y avait personne d'autre à frapper que le passé. « Pose l'éponge, ma puce, dis-je d'une voix basse mais assurée. Viens, on va prendre tes affaires. » Mais non, l'interrompis-je. Ferme mes douces. Non. Plus de nettoyage des sols. Plus de mise à la terre pour des choses que vous n'avez même pas faites. On part. Sa bouche s'ouvrit en un petit « oh » de surprise, comme si l'idée de partir ne lui avait même pas traversé l'esprit. Elle posa lentement l'éponge, les mains tremblantes maintenant qu'elle avait le droit de s'arrêter. Je l'aidai à se relever, les genoux rouges à cause du carrelage. Elle s'appuya contre moi, et je sentis tout son corps s'affaisser de soulagement. Je réalisai alors qu'elle n'avait pas pleuré parce qu'on ne le lui avait pas permis. Parce que si elle le faisait, elle serait faible. Une cible, la fille qui avait toujours besoin d'être réparée. Mais elle n'avait pas besoin d'être réparée. Elle avait besoin d'être sauvée. Je la guidai hors de la cuisine par le salon où la télévision était éteinte. L'air était chargé d'une odeur rance de désodorisant à la lavande qui s'efforçait trop de sentir comme à la maison. Je vis le sac à dos de Massy sur le canapé, un biscuit haletant à côté, les miettes éparpillées comme des confettis. J'aurais voulu tout écraser pour crier sur les murs qui avaient été témoins de chaque petite trahison. Mais au lieu de cela, je pris mes clés, mon portefeuille et le petit sac à dos de Willa avec le renard. Un porte-clés pendait à la fermeture éclair.
Elle avait toujours aimé les renards. Ils étaient malins. Elle avait dit, survivant, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes bagages. Parce que parfois, le cri le plus fort est celui qu'on ne pousse pas. Et parfois, le plus grand acte de défi est tout simplement de partir. En verrouillant la porte d'entrée derrière nous, j'ai regardé le visage de Willa. Elle m'observait comme si j'étais une énigme qu'elle n'avait jamais résolue, comme si elle voulait croire que je la choisirais, mais n'y croyait pas encore vraiment. Je me suis agenouillé et j'ai pris son visage entre mes mains, écartant les cheveux de son front. « Je suis là, ai-je dit. Je serai toujours là. » Elle a cligné des yeux et j'ai vu les larmes commencer à couler. Mais elle a hoché la tête. Juste une fois. Et d'un seul geste, j'ai eu l'impression d'avoir enfin fait quelque chose de bien. Nous avons marché ensemble jusqu'à la voiture, le soleil de l'après-midi peignant le monde d'or et d'espoir. Je lui ai ouvert la portière passager, et elle est montée, serrant son sac à dos comme une bouée de sauvetage. J'ai refermé la portière doucement, comme si je nous scellais dans quelque chose de nouveau, de plus sûr. Puis je me suis mis au volant, j'ai tourné la clé et je me suis éloigné de la maison qui n'avait jamais existé. J'avais un foyer. Je n'ai pas regardé en arrière, car le sol n'était pas sale. Mais les gens qui l'avaient forcé à frotter avaient tout taché, et il était temps de tout laver pour toujours. Ce fut le jour où j'ai cessé d'être un spectateur dans ma propre vie. Ce fut le jour où j'ai choisi ma fille. Et je ne le regretterai jamais. Pas une seule seconde. Will est le mien, issu de mon premier mariage. C'est une penseuse, une enfant qui aime se blottir avec des livres sur les créatures marines ou remplir un carnet de croquis entier de schémas de fourmilières, posant des questions auxquelles même moi je n'ai pas toujours de réponse. C'est le genre d'enfant qui préfère passer une journée pluvieuse à reconstituer un puzzle de 1000 pièces plutôt que de courir après l'énergie débordante de Massy dans le jardin. Et Massy, eh bien, c'est la fille de ma femme Belle. Elle a 2 ans de plus, elle est brillante, bruyante, une véritable sociable qui peut charmer une salle pleine d'inconnus et les faire tous rire. Depuis que Belle et moi nous sommes mariés il y a 3 ans, nous avons essayé, mon Dieu, de recomposer nos familles. J'ai acheté le lit superposé, des lits et des couettes assortis. J'organisais des soirées cinéma, des dimanches glaces, des soirées jeux en famille avec des prix bon marché pour combler le fossé. Mais c'était comme essayer de greffer 2 arbres différents ensemble. On avait beau attacher les branches, elles ne s'emboîtaient jamais parfaitement. Les parents de Belle, Gordon et Patrice, avaient des opinions sur tout. Dès nos fiançailles, j'avais senti leur désapprobation. Subtil au début, un sourire crispé ici, un condescendant. Eh bien, tu es le père de Willa. Bien sûr, présent pour eux. Willow était toujours la fille de Marshall, comme un panneau d'avertissement cloué sur son front. Massy, en revanche, était notre petite fille, notre précieuse Massy, celle dont ils parlaient en termes élogieux à leurs amis à l'église ou à l'épicerie. Je les admirais sur les photos de famille. Massy au premier plan, ce sourire éclatant et confiant, tandis que Willow se tenait sur le côté, souriant poliment, mais toujours à moitié hors cadre. Les anniversaires étaient le pire. Les fêtes de Massy étaient des mises en scène. Des ballons, des gâteaux de princesse avec des châteaux de glaçage élaborés, des sacs cadeaux tellement remplis qu'ils ressemblaient à des chaussettes de Noël. L'anniversaire de Willa tombait toujours un jour de semaine où Belle était vraiment désolée, mais travaillait comme une folle. Et même là, c'était un dîner sans enthousiasme, avec un gâteau du commerce et parfois une carte de dernière minute. J'essayais de combler les vides. Je préparais son dîner préféré en utilisant le puzzle qu'elle convoitait, je l'emmenais manger une glace. Mais c'était toujours comme réparer un toit sous une pluie battante. Goutte après goutte, ça continuait. Malgré tout, je gardais espoir. Je me disais que si je travaillais un peu plus, si je trouvais les mots justes ou le bon moment, ça irait mieux. Peut-être qu'il verrait à quel point elle était incroyable. Sa façon de nommer tous les oiseaux de l'État, ou sa façon de toujours me demander si j'avais passé une bonne journée en rentrant du travail, ou sa façon de chanter à voix basse quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Je pensais que Gordon et Patrice apprendraient peut-être à la regarder et à voir leur petite fille, pas seulement le produit dérivé, la famille de quelqu'un d'autre. Peut-être que Belle se souviendrait des promesses qu'elle avait faites quand nous avons fusionné nos vies, que nous fonderions une famille, tous ensemble, pas seulement les parties qui nous arrangeaient. Puis je l'ai trouvée punie et seule à récurer ce sol. Et tous ses espoirs se sont réduits en cendres. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Un choix délibéré et odieux pour lui rappeler qu'elle n'était pas désirée. Je l'ai vu dans les lèvres pincées de Patrice lorsqu'elle parlait de bonne manière,
de respect et de bon fonctionnement du foyer. Je l'ai vu dans le silence de Gordon, sa façon de siroter son café et d'éviter mon regard chaque fois que j'essayais d'évoquer les sentiments de Will. Et je l'ai vu dans le sourire forcé de Belle quand je l'ai confrontée à la place de Willa dans cette famille. Elle est sensible, disait Belle, comme si c'était là tout le problème. Comme si Willa s'endurcissait, rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Mais le fait est que la sensibilité de Willa n'était pas le problème. C'était le refus de l'accepter, même d'essayer. C'est ainsi que chaque voyage en famille devenait un exercice et une exclusion. Willa était toujours la dernière informée, la dernière à être prévenue, la dernière à être prise en considération. Massy rentrait de l'école en bavardant de son nouveau cours de danse ou de la fête d'anniversaire à laquelle elle avait été invitée, et Willow restait assise tranquillement à la table de la cuisine, griffonnant dans son carnet comme si c'était une bouée de sauvetage. Un jour, Patrice m'a tendu une enveloppe, une autre invitation, pour une autre fête d'anniversaire au Country Club. Le nom de Massy était écrit en lettres roses bouclées, mais Willis n'était pas là. J'ai regardé Belle. Et Willa? Ai-je demandé. Patrice a soupiré comme si je lui avais demandé de gravir l'Everest. Marshall, tu sais comment c'est. Ces filles sont toutes dans la classe de Massy. Willow ne s'intégrerait pas. S'intégrer? J'ai répété les mots en me raclant la gorge comme du papier de verre. Elle a 9 ans. Patrice. Elle n'a pas besoin de s'intégrer. Elle a besoin d'être incluse. Patrice a souri d'un air mince et froid. Ne fais pas d'histoire. Elle a dit que non. Personnel, mais c'était personnel. Chaque fois qu'il appelait la fille de Marshall, chaque fois qu'ils oubliaient son nom sur une carte, une liste ou un emploi du temps, c'était personnel. C'était un message clair et net. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas des nôtres. Et chaque fois que je laissais passer, chaque fois que je ravalais ma fierté et me disais que ça irait mieux, j'enseignais à Willa qu'ils avaient peut-être raison, qu'elle n'avait peut-être vraiment pas sa place, qu'elle ne valait peut-être pas la peine qu'on se batte pour elle. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis rentré du travail et que j'ai trouvé Willa dans sa chambre, son sac à dos sur les épaules, comme si elle avait peur de le poser de peur de devoir partir précipitamment. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et elle affichait ce sourire trop large et me répondait bien. Mais je voyais la tristesse dans ses yeux. La même tristesse que je ressentais au fond de moi chaque fois que je m'asseyais à table et que je la regardais disparaître. Je pensais que l'amour suffisait, que si je l'aimais suffisamment, elle irait bien. Que si je travaillais, j'avais assez insisté, j'avais gardé la tête basse, j'avais joué selon leurs règles, et ils finiraient par ouvrir leur cœur et la laisser entrer. Mais l'amour ne suffit pas s'il est à sens unique. L'amour ne peut pas construire de ponts sur des gouffres que d'autres creusent toujours plus profonds. Et malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu les forcer à aimer. Ma fille comme je l'ai fait. Le jour où je l'ai trouvée sur le sol de la cuisine, frottant et silencieuse, quelque chose en moi a craqué. Tout l'espoir auquel je m'étais accroché, toutes les excuses que je leur avais trouvées, tous les compromis que j'avais digérés, tout s'est effondré. J'ai réalisé que j'avais appris à Willa qu'il était normal d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. Qu'il était normal qu'elle frotte les sols pendant que Massy allait au parc d'attractions. Qu'il était normal d'être invisible chez elle. Je ne pouvais plus le faire. Je ne le ferai plus, car si je restais, j'étais aussi coupable qu'eux. Si je restais, je lui dirais que leur version de la famille était la seule qui comptait. Si je lui disais que sa valeur se mesurait à sa capacité à récurer un sol. Alors, j'ai fait un choix. Je l'ai choisi. J'ai choisi de partir. Et même si je ne savais pas ce qui allait se passer, même si je n'avais pas toutes les réponses, je savais que c'était le seul choix possible, car elle est à moi, et elle méritait mieux qu'une famille qui ne la voyait que comme la fille de Marshall. Nous avons emménagé chez les parents de Belle parce que nous n'avions pas le choix. Le loyer de notre ancien logement avait doublé du jour au lendemain grâce à un nouveau développement en centre-ville. Entre les horaires réduits de Belle à l'hôpital et mon propre salaire, mis à rude épreuve par les réductions de coûts de l'entreprise, nous nous sommes convaincus que c'était temporaire. Un pont entre la maison que nous avions perdue et celle que nous avions reconstruite. Patrice nous a accueillis à la porte avec un sourire si large que je pouvais presque voir la tension derrière ses dents. « C'est bien d'être tout le monde sous le même toit », a-t-elle dit, son regard se portant sur Willa comme si elle était une pensée après coup plutôt qu'une enfant avec un sac à dos 2 fois plus grand qu'elle. Ce mot, tout cela me trottait dans la tête comme une écharde. J'essayais de faire abstraction pour me concentrer sur la logistique du déménagement des cartons et des courses, mais j'aurais dû me douter que ce n'était pas un hasard. Willa avait la chambre d'amis, un espace de rangement aménagé avec un lit si grinçant qu'il la réveillait à chaque fois qu'elle se retournait. Massy, bien sûr,
avait sa propre chambre, des murs roses et un tableau d'affichage déjà épinglé avec des photos de ses amis et des mots de Patrice. Soirée cinéma à 19 heures. Oh, rappelez-vous, pas de téléphone au dîner. La porte de Willa n'avait rien d'autre qu'une pancarte en papier qu'elle avait fabriquée elle-même. La chambre de Willa était écrite en lettres soignées et prudentes, trop désireuse de plaire. Je regardais son regard osciller entre sa pancarte improvisée et les autocollants étoiles phosphorescents sur la porte de Massy. Et la douleur qui s'ensuivit faillit me briser. Je me disais que je réparerais ça, que je lui achèterais aussi des autocollants, que je trouverais un moyen de lui donner l'impression que cet endroit lui appartient. Mais à chaque fois que j'essayais, les règles de Patrice s'en mêlaient. Pas de bonbons pour Willa, pour sa santé, dit Patrice. Mais Massy a eu droit à des cupcakes après le dîner. Le glaçage lui maculait le visage comme un trophée. Pas de crayon devant la chambre de Willa. C'est le bazar, dit Patrice. Mais Massy pouvait installer son atelier de dessin dans la salle à manger, des paillettes et de la colle sur la table, et personne ne sourcillait. Pas de bruit après 20 heures pour la tranquillité de tous. Mais Massy pouvait utiliser son iPad à fond, regarder des vidéos YouTube, appeler ses amis sur FaceTime jusqu'à presque minuit. Willis restait assise dans sa chambre, porte fermée, essayant d'être invisible, essayant de ne donner à personne une raison de lui rappeler qu'elle n'était pas des leurs. Je travaillais de longues heures, je restais tard au bureau quand je le pouvais, me disant que j'essayais juste de gagner assez d'argent pour nous faire sortir. Mais au fond, je crois que j'avais peur de rester trop longtemps à la maison, peur de voir Willis se rétrécir comme une plante d'intérieur qu'on aurait oublié d'arroser. Chaque soir, en rentrant, je vérifiais d'abord sa chambre. La voir à son petit bureau, penchée sur un puzzle ou dessinant des renards. Toujours des renards, son animal préféré, et je sentais la culpabilité s'installer dans ma poitrine. Comme si j'avais peut-être laissé faire ça. Comme si je l'avais trahi. Elle chantait le matin. Une chanson douce et joyeuse qu'elle inventait en se brossant les cheveux ou en préparant son sac à dos. Mais là, la chanson s'est arrêtée. La première fois que je l'ai remarquée, c'était un samedi matin. Je préparais du café. La cuisine était trop silencieuse, à part le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai tendu l'oreille, espérant entendre un bout de chanson, même un bourdonnement. Rien. J'ai traversé le couloir et passé la tête dans sa chambre. Elle regardait par la fenêtre, son crayon serré si fort que j'ai cru qu'il allait se casser. Ai-je dit doucement en entrant. Elle travaillait sur un autre puzzle. Elle a hoché la tête, mais son regard n'a pas croisé le mien. Ouais, a-t-elle murmuré. J'ai traversé la pièce et me suis accroupi à côté d'elle, posant une main sur son épaule. Tes chansons me manquent, dis-je en essayant d'avoir l'air désinvolte. Elle haussa les épaules, le moindre mouvement, comme si cela était dangereux. Je ne veux pas faire trop de bruit. Mon cœur se brisa alors, car aucune enfant de 9 ans ne devrait s'inquiéter de faire trop de bruit chez elle. J'avais envie de crier, de défoncer la porte du salon parfait de Patrice et d'exiger qu'elle m'explique pourquoi le rire de ma fille n'était pas autorisé. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assise là avec elle, à regarder les pièces du puzzle lui glisser des doigts comme de l'eau, et je me suis promis de trouver un moyen de la rassurer à nouveau. Les règles de Patrice ont commencé à s'empiler comme des briques entre Willa et le reste de la famille. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, tu ne crois pas que Willa pourrait aussi prendre un cookie? Ou peut-être qu'elle pourrait regarder le film avec nous. Belle dirait scientifiquement, ma mère est de la vieille école, Marshall. Elle veut bien faire. Mais c'est ça, la bonne volonté. Ça ne veut rien dire si l'impact est de la cruauté. Si le résultat est un enfant qui a peur d'élever la voix au-dessus d'un murmure. Un soir, je suis rentré tard après une réunion qui avait duré plus longtemps. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception du scintillement de la télévision dans le salon. J'ai trouvé Willa assise en tailleur dans sa chambre, traçant les contours d'un dessin avec un crayon si usé qu'il ressemblait plus à une gomme qu'à une mine. Dis donc, Bug, ai-je dit, utilisant le surnom que je lui avais donné quand elle était petite, toujours à se glisser sur mes genoux. Ça va. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus solennels. De ceux qui en voyaient toujours trop. J'essaie d'être sage, a-t-elle dit. J'essaie vraiment. J'ai avalé ma salive, la culpabilité me montant à la gorge comme de la bile. Que toujours sage, ai-je dit. Toujours. Elle a hoché la tête, mais ses lèvres se sont serrées. Comme si elle n'y croyait pas. Comme si elle avait appris à mesurer sa valeur à l'aune des règles de Patrice, au volume de sa voix, au peu d'espace qu'elle occupait. Et j'ai alors réalisé que j'avais été tellement concentré sur la logistique, l'argent, le travail, la maison,
que j'avais cessé de voir la lente érosion de son esprit. Ce soir-là, je me suis couché à côté de Belle, son téléphone luisant dans ses mains tandis qu'elle parcourait les réseaux sociaux. J'ai fixé le plafond, écoutant le bourdonnement discret de la climatisation, et je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne laisserai pas cela continuer. Je ne laisserai pas le rire de Willa s'éteindre complètement. Je l'avais trahi en l'amenant ici, mais je ne la trahirai pas en la laissant ici. Plus jamais. Jamais. Parce qu'une maison n'est pas un foyer si votre enfant ne sait pas chanter le matin. Et aucune contrainte financière temporaire ne pouvait justifier le silence que j'avais laissé s'installer. Je me suis laissé tromper par le sourire de Patrice. Les excuses de Belle m'ont apaisé. Le poids des attentes de chacun m'a enseveli. Mais cette nuit-là, allongé éveillé dans ce lit d'appoint avec les 2 oreillers plats, j'ai décidé que ça suffisait. Ma fille méritait un foyer, pas une chambre d'amis. Et je trouverais un moyen de le lui offrir. Même si cela impliquait de détruire tous les ponts qu'ils avaient construits pour nous garder ici. La semaine avant mon retour, où j'avais trouvé Willow à genoux, une éponge à la main, Massy avait fêté son anniversaire. Clown, maquillage, gâteau plus grand qu'aucun enfant ne devrait en avoir besoin. Ballons de toutes les couleurs et cadeaux de fête qui coûtaient probablement plus cher que les cadeaux que j'avais pu offrir à Willa l'année précédente. J'avais observé le chaos depuis la porte de la cuisine. L'ami de Massy riait aux éclats. Gordon filmait tout avec son téléphone comme s'il documentait le retour de la Terre. Patrice rayonnait de fierté, s'occupant de chaque détail. On aurait dit une petite fête foraine et Massy, dans sa robe scintillante, était la reine de tout. Willa, pourtant fantôme en arrière-plan, tenait une assiette de gâteau qu'elle n'avait pas demandé. Je me suis éloigné de la foule pour m'approcher, comme si elle voulait demander la permission de respirer. Patrice l'a surpris en train d'éteindre une bougie, une seule. Sans doute par simple curiosité. Elle s'approcha d'elle avec son petit sourire. « Sois serviable, ma chérie, mais ne te mets pas en travers de ton chemin. » Elle le prononça comme une bénédiction, mais c'était une malédiction. Le visage de Willa se crispa si légèrement que je faillis le manquer. Presque, mais je vis ce léger tressaillement, la façon dont ses épaules se replièrent. J'eus envie de l'attraper sur le champ, l'éloigner d'eux tous, mais je ne le fis pas. Je me disais, c'est la fête de Massy. Ne fais pas d'esclandre. Je me disais que ce n'était qu'une fête, mais pas une seule. C'était toutes les fêtes. Chaque jour dans cette maison était la fête de Massy. Willow n'était qu'une pensée après coup. Le fantôme. L'invité avec un laissez-passer d'un soir. Ce soir-là, après le départ des invités et le silence pesant qui régnait dans la maison, j'en parlais à Belle. Elle était au lit, à faire défiler les informations sur son téléphone. « Tu as vu comment ta mère a traité Willa aujourd'hui ?» demandai-je en essayant de garder une voix calme pour ne pas déborder. Elle soupira comme si je lui avais demandé de réarranger les planètes. « Marshall, ma mère est de la vieille école, dit-elle. Elle essaie d'apprendre à Willow à être attentionnée. Elle est un peu sensible, c'est tout. » Je me suis mordu la langue si fort que j'ai eu un goût de sang. Sensible, comme si c'était Willow le problème, et non la façon dont il l'excluait de chaque pièce, de chaque table, de chaque blague. Je voulais demander à Belle ce qu'elle ressentirait si c'était Massy à qui on demandait de rester les bras croisés et de regarder les autres enfants s'amuser. Mais je connaissais la réponse. Elle mettrait tout en pièces. Elle brûlerait tout. Mais Willa, c'était juste la fille de Marshall. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de la maîtresse de Willa, Mademoiselle Horvat. « Je suis un peu inquiète », écrivit-elle. Will est renfermée ces derniers temps. Elle ne joue pas beaucoup à la récréation. Elle semble anxieuse, comme si elle attendait la permission de participer. J'étais assis à mon bureau au travail, les yeux rivés sur ses mots, attendant la permission, comme si elle ne pouvait même pas jouer sans qu'on lui dise qu'elle y était autorisée. J'ai transféré le courriel à Belle. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Elle va bien, Marshall. Les enfants ont des phases. Ne t'inquiète pas tant. » J'avais envie de fracasser mon téléphone contre le mur. J'aurais voulu l'appeler immédiatement et lui dire qu'elle n'avait pas le droit de décider quand s'inquiéter, qu'elle n'avait pas le droit de balayer la douleur de ma fille sous prétexte que c'était gênant. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran, jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'ai continué à balayer l'affaire, parce que c'est ce à quoi j'ai été dressé. Par Bril, par Patrice, par tous les sourires polis et les remarques subtiles qui me faisaient taire. Ils m'ont appris à être raisonnable, calme, l'homme qui ne fait jamais de scène. Mais ce jour-là, en rentrant, j'ai trouvé Willow en train de récurer le sol pendant que Massy et les autres étaient à Riverglade. Ce fut le jour où tout a basculé.
Parce que j'étais parti ce matin-là en pensant que tout allait bien. J'avais embrassé Belle pour lui dire au revoir, lui disant que je la reverrais dans 2 jours, pensant qu'elle s'occuperait de nos filles, toutes les deux. J'avais supposé qu'elle les traiterait comme si elles étaient égales, comme si elles comptaient toutes les deux. Mais ce ne fut pas le cas. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, m'attendant au chaos. Peut-être des ballons d'anniversaire restants. Peut-être le bruit de gosses se disputant la télécommande. Au lieu de cela, le silence est resté. Pas de rire, pas de musique, juste le bourdonnement sourd du réfrigérateur. Et cette image est restée gravée dans ma mémoire. Willow à genoux, cette éponge jaune à la main, récurrent comme si sa vie en dépendait. Elle n'a même pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus bouleversé. Elle n'a même pas demandé d'aide. Elle a juste levé les yeux, ses yeux trop vieux pour son visage. Et a dit « Je suis puni ». Comme si on le lui avait répété tant de fois que c'était sa vérité. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a raconté. Massy avait accidentellement laissé son sac à dos dans l'escalier et Willa avait trébuché dessus. Patrice a dit que Willa avait été négligente, qu'elle aurait dû être plus attentive. Du coup, elle avait été punie, privée de sortie pour avoir trébuché sur le désordre de quelqu'un d'autre. Et pendant qu'ils allaient à Riverglide, à la barbe à papa et aux montagnes russes, elle était restée là, à récurer le sol de la cuisine comme si c'était ce qu'elle méritait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes bagages parce que c'est ça qu'ils n'ont jamais compris. Je ne suis pas un homme qui crie. Je ne suis pas un homme qui casse des choses. Je suis un homme qui résout les problèmes. Et j'ai vu le problème si clairement ce jour-là que j'en ai tremblé les mains. Le problème, ce n'était pas Willa. Ce n'était même pas moi. C'était eux. C'était une maison pleine de gens qui décidaient qui comptaient et qui ne comptaient pas. Qui décidaient que Massy avait des ballons et du maquillage et que Willa avait une éponge. Et Belle, mon Dieu, Belle, elle avait laissé faire. Elle les avait laissés tracer cette ligne, et elle s'était mise du mauvais côté. Ce jour-là a tout brisé, car ce n'était pas une humeur. Ce n'était pas un visage. Ce n'était pas la sensibilité de Willa. C'était eux qui lui répétaient par tous les moyens qu'elle n'avait pas sa place ici. Qu'elle n'était pas assez bien. Qu'elle serait toujours la fille de Marshall. Et j'ai compris que je ne pouvais pas arranger ça avec des excuses, des compromis ou en maintenant la paix. Le seul moyen d'arranger les choses était de la faire sortir. De lui montrer que, peu importe le nombre de fois où ils essaieraient de l'effacer, je la choisirais à chaque fois. Alors c'est ce que j'ai fait. Je l'ai choisi. J'ai choisi de faire ses valises. J'ai choisi de partir. J'ai choisi de m'éloigner de leur jeu et de celui auquel ils ne l'avaient jamais laissé participer, car elle méritait plus qu'un sol à récurer. Elle méritait un foyer et je le lui trouverai, quoi qu'il en coûte. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Je suis entré dans la chambre de Willa et j'ai commencé à rassembler ses affaires. Le sac à dos renard, les livres de puzzle, la petite peluche qu'elle gardait depuis ses 4 ans. Chaque morceau d'elle qui comptait. J'ai fait mes bagages avec soin, comme si je sauvais le plus précieux des biens, parce que c'était le cas. J'ai trouvé son acte de naissance, ses dossiers scolaires, ses dessins soigneusement pliés dans une boîte à chaussures sous le lit. Je les ai pris aussi. Je n'allais pas laisser un seul morceau d'elle derrière moi, qu'il pourrait décortiquer plus tard. J'ai laissé un mot sur le comptoir, bref et concis. Le genre de mot qu'on écrit quand on n'a plus rien à dire, si ce n'est la vérité. Tu as laissé un enfant seul à la maison et tu as appelé ça de la discipline. Ne m'appelle pas. On ne reviendra pas. Je ne l'ai pas signé. Je ne leur devais rien. J'ai posé les clés à côté, la clé de la maison qu'ils avaient insisté pour que j'utilise quand on a emménagé. C'était comme une déclaration finale. J'en ai assez de jouer selon tes règles. J'en ai assez de te laisser décider qui compte et qui ne compte pas. Dehors, le soleil de fin d'après-midi disparaissait à l'horizon. Le ciel était teinté de cette lueur miel doré qui me faisait toujours penser aux secondes chances. J'ouvris la porte de derrière et elle était là, Willa, assise sur les marches, les genoux repliés contre sa poitrine, serrant son sac à dos en renard comme un bouclier. Elle leva vers moi ses grands yeux bleus, comme si cela lui avait semblé trop, et pourtant il y avait encore de l'espoir. « Papa » demanda-t-elle d'une voix tremblante à me briser le cœur. « Où allons-nous » Je m'accroupis devant elle et pris sa petite main tremblante dans la mienne. « Un endroit sûr, dis-je. Un endroit où on ne pourra plus te rabaisser. » Son regard se posa sur la maison derrière moi, et j'y lus le doute, comme si elle n'arrivait pas à croire que nous puissions vraiment partir. Comme si elle avait peur que le monde extérieur soit le même qu'à l'intérieur. Mais je serrai sa main plus fort et acquiesçai. « Tout ira bien, Bug. Promis. » Elle acquiesça aussi.
Et ce petit geste me fit l'effet des premières lueurs de l'aube après la plus longue nuit. Je me levai, lui pris la main. Ensemble, nous marchâmes jusqu'à la voiture. Je l'attaquai, vérifiai 2 fois, puis grimpai au volant. Le moteur démarra comme un soupir, un bruit de relâchement, et je quittai l'allée sans me retourner. Le Ridge View Motel n'était pas grand-chose, une enseigne défraîchie, des chambres qui sentaient le désinfectant et le savon bon marché, mais c'était le nôtre pour la nuit. Je portais le sac de Willa à l'intérieur, nous nous tenions la main comme si nous traversions un champ de bataille. Elle était assise au bord du lit, son sac à dos sur les genoux. Je me précipitai dans cet espace inconnu. J'allais regarder des dessins animés, une émission bavarde et lumineuse dont je ne parvenais pas à nommer le nom, et commander une pizza avec supplément fromage et glace vanille. Je voulais qu'elle sache que, quoi qu'il arrive, elle n'était pas seule. Elle ne demandait pas grand-chose. Juste blottie contre moi sur ce lit grinçant du motel, la tête sur mon épaule, ses petits doigts emmêlés dans ma manche. La pizza arriva. La glace fondit un peu trop vite. Mais elle s'en fichait. Elle mangea comme si elle mourait de faim. Et peut-être, d'une certaine manière, avait-elle soif de ce genre d'amour inconditionnel. Après la fin des dessins animés, elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés et sérieux. « Tu ne me reprends vraiment pas ?»« Jamais, dis-je d'une voix aussi ferme que possible. On ne retourne pas dans cette maison. Jamais. » C'est alors qu'elle laissa échapper de gros sanglots qui la secouaient de tout son corps. Le genre de larmes qu'elle avait probablement retenues depuis des mois. Je la serrai fort, la poitrine serrée, les mâchoires serrées pour retenir mes larmes. Elle avait besoin que je sois fort. Elle avait besoin que je sois l'homme qui pourrait la porter à travers cette épreuve, qui pourrait rendre le monde à nouveau sûr. Cette nuit-là nous a changés tous les deux. C'est le soir où elle a compris que je me battrais pour elle quoi qu'il arrive. Et c'est le soir où j'ai enfin compris que l'aimer ne suffisait pas. Je devais aussi la protéger. Je devais me tenir entre elle et ceux qui pensaient pouvoir décider de sa valeur. Et je me suis promis, à moi et à elle, de ne plus jamais la laisser se sentir petite. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. SMS, messages vocaux, tous plus désespérés les uns que les autres. Le nom de Patrice s'affichait à l'écran. Avec cette urgence habituellement réservée aux incendies de maison. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Chaque mot qu'elle avait écrit transpirait l'indignation, une rage mielleuse qui ne faisait que renforcer ma détermination. « Marshall, il faut qu'on parle. Tu exagères. Tout cela n'est qu'un malentendu. Il faut qu'on pense à la famille. » Chaque message semblait oublier que la famille pour laquelle il s'inquiétait tant avait laissé un enfant de 9 ans récurer le sol pendant qu'il partait faire des gâteaux en entonnoir et des montagnes russes. Les messages de Belle étaient différents. Des excuses en beauté, douces et en forme, mais des mots creux. C'était juste une erreur. On ne voulait pas la blesser. « Reviens, s'il te plaît, qu'on règle ça. » Je l'imaginais debout dans la cuisine, avec ce sourire cassant qu'elle arborait quand elle essayait d'arranger les choses. Comme si tous les problèmes de la vie pouvaient se résoudre avec des fleurs ou des cupcakes. Le message de Gordon était le plus court et le plus insultant. Pouvons-nous simplement parler comme des adultes? Comme si tout ça, ces années d'ignorance, ces sourires froids, la façon dont ils ont divisé notre maison en deux, était quelque chose que je devais balayer sous le tapis par politesse. Je ne lui ai pas répondu non plus. Belle est même arrivée au motel cet après-midi-là, un bouquet de fleurs bon marché à la main, du genre qu'on achète à l'épicerie en allant à un enterrement. Willis l'a vue par la fenêtre et s'est serré contre moi, sa petite main serrant si fort ma chemise que je la sentais trembler. J'ai ouvert la porte juste assez pour que Belle puisse voir mon visage, mais pas assez pour qu'elle voie la fille qui se cachait derrière moi. « Marshall, s'il te plaît, » commença-t-elle, la voix tremblante comme si c'était elle qui avait été lésée. C'était un malentendu. Ce n'est qu'une enfant. On revenait. Je l'ai interrompue. Ma voix est aussi froide que possible. Tu l'as laissée seule. Elle a 9 ans. Réalelle. 9 ans. Ce n'est pas un malentendu. C'est de l'abandon. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée, mais je n'ai pas eu de remords. Pas même un peu. Parce que la vérité pourrissait dans les murs de cette maison depuis trop longtemps. Et maintenant, elle était enfin exposée. Ce n'était pas méchant, a-t-elle dit, comme si cela changeait quoi que ce soit. Laisser un enfant seul pendant qu'on mange de la barbe à papa est un choix, ai-je dit. Et tu l'as fait. Ne fais pas semblant. Son regard a glissé vers moi, essayant d'apercevoir Willa, mais j'ai changé de position, lui bloquant la vue. S'il te plaît, laisse-moi lui parler, a-t-elle murmuré. Laisse-moi t'expliquer. J'ai secoué la tête.
Tu as assez expliqué, ai-je dit. Tu as expliqué à chaque anniversaire où elle n'était pas invitée. Chaque fois qu'elle devait le faire. On mangeait dans la cuisine pendant que Massy dînait dans le salon. Chaque fois que tu laissais tes parents la traiter comme une invitée plutôt que comme une fille, tu lui expliquais plus que tu ne le pensais. Elle s'est mise à pleurer, mais je m'en fichais. Je ne lui devais ni réconfort ni pardon. J'ai fermé la porte, la laissant planter là avec ses fleurs bon marché et ses excuses brisées. Je ne l'ai même pas regardée s'éloigner. Plus tard dans la journée, elle a essayé de déposer des cupcakes à l'école Willis, le mot « désolé » écrit en glaçage rose. La secrétaire m'a appelé, perplexe. Je lui ai dit de les refuser. Je ne voulais pas que ma fille pense que le pardon est accompagné de vermicelle. Ce soir-là, j'étais assise avec Willa sur le lit du motel, un film diffusant doucement en fond sonore. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule, son petit corps commençant enfin à se détendre. « Papa » a-t-elle demandé d'une voix faible. Elle a vraiment essayé de me donner des cupcakes. « Ouais » ai-je dit en lui passant la main dans les cheveux. Elle l'a fait. « On peut les lancer ?»« Partir » murmura-t-elle. J'ai alors souri, un sourire qui semblait réel pour la première fois depuis des jours. « Nous l'avons déjà fait, dis-je. Nous l'avons déjà fait. » Et à cet instant, j'ai réalisé que les excuses ne signifiaient rien si les actions ne changeaient pas. Je ne laisserai pas des cupcakes ou des fleurs bon marché racheter les années qu'il lui avait volées. Je ne laisserai personne nous convaincre d'y retourner. Nous en avions fini avec cette maison, fini avec leur jeu. Nous construisions quelque chose de différent maintenant, une vie où ma fille ne se sentirait plus jamais comme une arrière-pensée. J'ai arrêté de payer l'hypothèque. C'était mon nom sur l'acte de propriété, ma signature sur chaque document qui me liait à cette maison. Il pensait en être propriétaire. Il pensait l'avoir réclamé par un droit d'héritage tacite. Mais le relevé bancaire disait le contraire. Mon crédit, mon salaire, ma sueur. Je les avais laissés vivre là parce que cela semblait plus facile que de me battre, car je m'étais convaincu que cela maintiendrait la paix. Mais la paix n'avait été qu'un mensonge, un voile pour m'empêcher de voir la vérité. Que chaque dollar que j'avais payé avait financé leur pension conditionnelle. L'amour, leurs règles, leur mur qui donnait à ma fille le sentiment d'être une étrangère dans sa propre famille. Alors, j'ai arrêté de payer, comme ça. J'ai appelé la banque pour dire que je ne ferais plus aucun paiement. Et je n'ai pas bronché quand ils m'ont parlé de la procédure de saisie. Je n'ai pas bronché du tout. J'ai rencontré notre avocat, un homme que j'avais engagé pour mon travail et l'évaluation des risques, mais qui semblait maintenant être la seule personne à comprendre que je n'étais pas folle de vouloir partir. Je lui ai tout raconté. Le nettoyage du sol, les fêtes d'anniversaire, les chambres séparées et les règles séparées. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà tout vu. Peut-être que oui. Il m'a demandé si j'avais documenté quoi que ce soit. Et je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Les dessins de Willa qui étaient confinés dans une seule pièce. Le gâteau d'anniversaire intact avec le nom de Massy en lettres vives, mais rien pour Willa. Le tableau des corvées où le nom de Willa était en gras, mais jamais celui de Massy. Il a griffonné des notes en hochant la tête. Tout ira bien. Ce n'est pas à vous de vous inquiéter. J'ai signalé l'abandon au service de protection de l'enfance et à la police locale. Je ne l'ai pas fait par méchanceté. Je l'ai fait parce que c'était la vérité. Ma fille avait été laissée seule, punie pour un crime qu'elle n'avait pas commis, tandis que le reste de la famille s'amusait comme des petits pains. L'agent qui a pris mon rapport était jeune, mais son regard était perçant et son arme bougeait rapidement pendant que je parlais. Elle m'a demandé de décrire la maison, la structure familiale, la dynamique. Quand je lui ai parlé de la chambre d'amis de Willa et de la chambre de princesse de Massy, elle a froncé les sourcils. Ça n'a pas l'air d'être un environnement sain, a-t-elle dit. Surtout pour un enfant. L'assistante sociale des services de protection de l'enfance était encore plus clinique. Elle a posé des questions sur les schémas comportementaux, la constance de la discipline, le favoritisme. Willis était assise à côté de moi, ses petites mains jointes sur ses genoux, répondant à chaque question avec un calme constant qui me faisait mal au cœur. Elle ne devrait pas être aussi forte, me suis-je dit. Elle aurait dû dessiner des renards et apprendre de nouvelles chansons, au lieu de raconter toutes les déceptions de sa famille. Belle a essayé de rappeler. J'ai transmis chaque message au service juridique. Je n'allais pas la laisser me convaincre de m'adoucir, de faire comme si c'était un autre malentendu. Je n'allais pas la laisser me vendre des fleurs et des cupcakes et espérer que j'oublie tout ce qu'ils avaient fait. Elle avait perdu le droit d'attendre mon pardon dès l'instant où elle les avait choisis plutôt que nous. Je ne cherchais pas à me venger.
Il ne s'agissait pas de se venger. Il s'agissait de liberté. Liberté de la maison où chaque règle semblait conçue pour rappeler à ma fille qu'elle ne suffisait pas. Liberté des dîners où Massy se resservait et Willa recevait les restes. Liberté du sourire poli sur le visage de Patrice lorsqu'elle servait le café et la jugeait avec la même intensité. Je voulais que Willa sache que la maison ne se résumait pas à une hypothèque ou à un arbre généalogique. C'était un endroit où l'on se sentait en sécurité, où l'on se sentait désiré, où le rire n'était pas rationné comme le sucre. J'ai vu l'avis de saisie arriver par la poste. Une épaisse enveloppe avec le logo de la banque sur le devant, comme un avertissement. Je l'ai ouverte sans culpabilité. Ils avaient eu leur chance de faire de cette maison un foyer pour nous tous, et ils avaient échoué. Ils avaient choisi leur camp, et je n'étais plus du leur. J'étais toujours sur Willis. Belle ne comprendrait jamais ça. Elle y verrait une attaque, une trahison. Mais je m'en fichais. Je n'avais pas peur d'être le méchant de leur histoire si cela signifiait être le héros et mes filles. J'avais enfin cessé d'être l'homme qui essayait de tout arranger par le silence et la patience. J'en avais assez de jouer leurs règles. J'en avais assez d'attendre qu'ils changent. J'en avais assez d'espérer qu'ils voient enfin Willow comme l'enfant incroyable qu'elle était. J'étais libre, et elle aussi. Quand les manipulateurs perdent le contrôle, ils paniquent. C'est la première chose que j'ai remarquée dans la voix de Patrice lorsqu'elle m'a appelé, tremblante de l'inquiétude feinte de quelqu'un qui a été démasqué. « Marshall, nous nous inquiétons aussi pour toi », commença-t-elle d'une voix emplie d'une condescendance qui me donnait la chair de poule. « Tu prends des décisions très hâtives. On veut juste s'assurer que tu vas bien. » J'entendais presque la perle se serrer dans sa voix, comme si mon refus d'accepter sa vision de la famille équivalait à une dépression nerveuse. Mais je n'avais jamais été aussi clair. Je n'avais jamais été aussi fort. Je l'ai laissé parler, ses mots m'ont frappé comme une douche froide, glaciale, mais impuissant. Elle disait que j'étais instable, que j'avais manipulé Willa pour qu'elle parte, que je l'avais montée contre eux avec des mensonges et des histoires. Je l'ai laissé tout dire, car chaque mot était une corde qui se dénouait du nœud coulant qu'ils essayaient de nous tendre. « Je ne suis pas instable, Patrice, ai-je finalement dit d'une voix calme et posée. J'en ai assez de te laisser traiter ma fille comme une étrangère dans sa propre maison. » Elle a bredouillé, comme si elle n'avait jamais envisagé que peut-être, juste peut-être, j'avais le droit de les dénoncer, que j'avais le droit de défendre mon enfant. « Tu détruis cette famille, » a-t-elle sifflé. « Tu détruis tout ce que nous avons construit. Et voilà, pas tout ce que nous avons partagé, pas tout ce que nous avons créé, tout ce qu'ils ont construit. Leur royaume de petites humiliations et d'exclusions silencieuses, leur héritage d'amour conditionnel. » J'ai alors réalisé que la famille que je m'étais battu pour protéger n'avait jamais existé dans cette maison. Il n'y avait que moi et Willis, et le fragile espoir que je nourrissais qu'il change peut-être. Mais il ne changerait pas. Les gens comme ça ne changent pas quand on les supplie. Ils ne changent que quand on part. Une semaine plus tard, les services sociaux sont venus frapper à la porte. Patrice avait déposé plainte. Il disait que je montais Willa contre sa famille, que je l'avais kidnappée. J'ai ouvert la porte. Tout à fait sérieux, le cœur battant, mais les mains fermes. L'assistante sociale, une femme nommée Lopez, le regard perçant et un carnet déjà à moitié rempli de gribouillis, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il faut qu'on parle ». Willy s'était assis sur le canapé, serrant contre elle un seau, le chat tigré roux que nous avions adopté 2 semaines plus tôt. Je lui avais promis un animal de compagnie à notre sortie de cette maison, un petit chien bien au chaud. Un ami qui l'aimerait sans hésiter. Buquet ronronnait doucement, la tête enfouie dans les genoux de Willa, sa fourrure absorbant ses petites larmes tremblantes. Madame Lopez posait des questions de ce ton calme et mesuré qui donnait l'impression d'un test. « Quand avez-vous décidé de quitter la maison? En avez-vous discuté avec quelqu'un avant de partir? » Willa exprimait-elle une peur ou un malaise concernant ses grands-parents ou votre femme? J'ai répondu à chaque question avec sincérité, d'une voix ferme. Même ses vieux doutes ont essayé de refaire surface. Will écoutait tranquillement, levant parfois la tête pour hocher la tête ou répondre elle-même à une question. Elle n'a jamais hésité. « Je ne me sentais pas en sécurité », a-t-elle dit lorsque Madame Lopez lui a demandé pourquoi elle était partie. Je n'avais pas le droit d'être une enfant là-bas. Je devais toujours me taire. Je devais toujours être utile. Je n'ai pas pu être moi-même. Madame Lopez a écrit cela, son épingle grattant comme une promesse. Elle m'a regardé et a demandé qui l'avait laissé seul à la maison ce jour-là. Personne n'a répondu, car la vérité était là, dans le silence. Ils avaient fait.
Ils l'avaient laissé tranquille. Ils avaient préféré le rire de Massy à la sécurité de Willa. Ils avaient préféré leur propre plaisir à son confort. Quelques jours plus tard, Mademoiselle Lopez m'a appelé. « Monsieur Quinn, je voulais que vous sachiez que nous classons l'affaire contre vous. » Elle a dit, « Il n'y a aucune preuve de malversation de votre part. Cependant, nous ouvrons une enquête sur le foyer que vous avez quitté. » Je laissai les mots pénétrer mon esprit. Un soulagement mêlé à un sentiment doux amer de justice. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la responsabilité. Je raccrochai et me tournai vers Willa, assise à la table de la cuisine, un puzzle étalé devant elle. Elle leva les yeux écarquillés, attendant le verdict. « C'est fini, ma puce, dis-je d'une voix légèrement rauque. Ils connaissent la vérité maintenant. » Elle ne sourit pas. Pas vraiment. Mais elle laissa échapper un soupir comme si elle le retenait depuis des mois, et ses épaules se détendirent. « Je peux finir mon puzzle maintenant ?» demanda-t-elle, le léger tremblement de sa voix me faisant mal. « Ouais, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Tu peux faire ce que tu veux. » Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je me tenais près de sa porte, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Elle était en sécurité maintenant. Elle était chez elle, et ceux qui avaient tenté de la rabaisser devraient répondre de chaque larme qu'elle avait ravalée en silence. Belle essaya une dernière fois d'appeler. Sa voix, faible et usée, résonna dans le téléphone. « Marshall, on ne peut pas juste parler. »« Non, dis-je d'une voix ferme et calme. On a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. »« S'il te plaît, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que tout cela arrive. C'est bien là le problème, Belle. J'ai dit, tu ne l'as pas voulu, mais tu as laissé faire. Et c'est pire. J'ai raccroché, bloquant son numéro. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre parce que j'avais enfin choisi le rire de ma fille plutôt que son approbation. J'avais choisi sa joie plutôt que le réconfort. J'avais choisi de croire que l'amour n'est pas censé être comme marcher sur des œufs. Quand les manipulateurs perdent le contrôle, ils paniquent. Mais quand les pères prennent enfin la défense de leur fille, ils changent la donne à jamais. L'avis de saisie est arrivé dans une épaisse enveloppe blanche, le genre de celle qui porte le coup de grâce. J'ai reconnu le logo de la banque et une impasse froide et dure me serrait la poitrine. Mais je ne bronchais pas. J'avais pris ma décision le jour où j'avais fait le sac de Willa et l'avais porté hors de cette maison comme un soldat sauvant un camarade en territoire ennemi. La maison ne leur avait jamais vraiment appartenu, peu importe le nombre de pièces qu'ils occupaient. Peu importe le nombre de règles qu'ils avaient empilées comme des briques autour de son cœur, elle était à moi, sur le papier, par les paiements et par chaque signature qui la liait à moi. Et maintenant, elle avait disparu. Patrice avait laissé un message vocal hystérique ce matin-là. Sa voix vibrait avec cette fureur qui n'arrive que lorsque le contrôle échappe à des doigts avides. « Tu as tout détruit » hurla-t-elle, sa voix montant d'une octave que je ne pensais pas qu'elle possédait. « Tu as ruiné cette famille. Comment as-tu pu nous faire ça ?» L'ironie me tordait les entrailles. C'était moi qui avais fait tourner la maison, allumer les lumières et payer l'hypothèque. En vérité, je n'avais rien détruit. J'avais juste cessé de soutenir leur fragile royaume. Ils ont déménagé une semaine plus tard. Les détails m'ont été rapportés par mon avocat et quelques ragots du village. Un camping délabré à la périphérie. C'est là qu'ils ont atterri. Belle est restée temporairement avec eux, d'après les mêmes SMS qui continuaient d'arriver sur mon téléphone, ceux auxquels je refusais de répondre. Le sourire radieux et confiant de Massy, si naturel sur toutes les photos de famille, s'était estompé. Un étrange message vocal de la sœur de Belle décrivait ses excès à l'école, ses notes en baisse, ses appels du bureau du directeur à la maison. Je n'ai pas répondu, non pas que cela ne m'importait pas, mais parce que ce n'était plus mon rôle de les réparer. Mon travail était ici, dans le petit deux pièces que j'avais trouvé à l'autre bout de la ville, chez Willa. Des rires emplissaient les pièces comme une musique. Le premier jour de notre emménagement, je l'ai laissé choisir la peinture pour sa chambre. Elle a choisi un bleu phoque doux, la couleur de l'eau calme. Elle l'a peinte elle-même, ses petites mains fermes et déterminées. Je l'ai regardée travailler, les sourcils froncés de concentration, et j'ai ressenti une vague de fierté qui m'a presque ramené à ma nièce. Elle a planté des tournesols sur le petit balcon, un pot à la fois, jusqu'à ce qu'ils soient penchés vers le soleil comme de petits drapeaux de victoire. Un matin, je l'ai trouvé debout dans la lueur de l'aube, ses doigts caressant les pétales éclatants. « C'est comme moi » a-t-elle dit doucement, enfin poussée au chaud. Ma gorge s'est serrée et je l'ai serrée dans mes bras si fort qu'elle a crié de surprise. « Ouais,
Mon insecte, ai-je murmuré. Exactement comme toi. Nous avons adopté Buquet, un maigre tigré roux du refuge, et il s'est immédiatement senti comme chez lui, se blottissant sur les genoux de Willa comme s'il l'avait attendu toute sa vie. Chaque fois que je la voyais en voyant son sourire, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Non seulement quitter cette maison, mais la choisir plutôt que chaque hochement de tête poli. Chaque dîner de famille où elle était le fantôme dans un coin. Parfois, le soir, quand le soleil baissait et que l'appartement brillait d'une lumière dorée parfaite, je surprenais Willa en train de fredonner, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, avec plus de courage, jusqu'à ce que la chanson emplisse la pièce. La première fois que je l'ai entendue chanter à nouveau, j'ai dû sortir dans le couloir et reprendre mon souffle, car c'était le son qui me manquait le plus. Ce son que je croyais perdu à jamais dans cette maison au sourire froid et aux portes verrouillées. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, une énigme se dessinant entre nous, Willow leva les yeux vers moi, ses yeux bleus brillants. « Papa, dit-elle d'une voix faible mais ferme. Sommes-nous vraiment en sécurité maintenant ?» J'ai pris une grande inspiration, laissant la question s'immiscer profondément dans mes os. En sécurité? C'était un mot auquel j'avais pensé 1000 fois depuis notre départ. Ouais, ma puce, dis-je d'une voix tremblante. On est en sécurité. Personne ne peut te faire de mal ici. Acquiesça-t-elle, ses doigts effleurant les pièces du puzzle comme de fragiles trésors. J'aime bien cet endroit, dit-elle. On se sent comme chez soi. C'est vrai, dis-je en lui souriant. C'est ta maison, et personne ne peut te l'enlever. Ce soir-là, après l'avoir bordé, je m'assis près de sa porte et écoutai sa respiration. Chaque inspiration régulière, me semblait une promesse tenue. Une promesse que plus personne ne la rabaisserait. Je n'eus plus de nouvelles de Patrice après ça. Peut-être avait-elle enfin compris que ces manipulations ne fonctionnaient qu'avec ceux qui se souciaient de ce qu'elle pensait. Moi, non, plus maintenant. Belle essaya une ou deux fois, un SMS par-ci, un message vocal par-là, chacun plus faible que le précédent. Je les transmettais tous à mon avocat sans les ouvrir. Elle n'eut pas le temps de s'expliquer cette fois. Elle n'avait pas le droit de me vendre des fleurs et des excuses faciles, ni de faire comme si de rien n'était. Le nom de Massy revenait de temps en temps, dans une brève allusion de la conseillère scolaire de Willa, qui disait l'avoir vue au magasin avec un air renfrogné à faire cailler le lait. Mais Willa ne posait pas beaucoup de questions à son sujet. Peut-être avait-elle appris trop tôt que, parfois, la famille ne vous traite pas du tout comme elle. La vie de Saisie avait sonné comme la fin de quelque chose. Mais assis sur le balcon avec Willa, les tournesols se balançant dans la brise du soir, j'ai réalisé que c'était vraiment le début. Le début d'une vie où son rire n'était pas rationné comme une ressource rare. Le début d'une vie où elle pourrait être une enfant, désordonnée, bruyante et parfaitement imparfaite. Je l'ai observé ce soir-là, le puzzle presque terminé, la langue tirée de concentration tandis qu'elle mettait la dernière pièce en place. Elle a levé les yeux vers moi, son sourire lent et assuré. Et à cet instant, j'ai su que j'avais bien fait. Je l'avais choisi. J'avais choisi la seule famille qui ait jamais vraiment compté. La maison qu'ils chérissaient n'avait jamais vraiment été la leur. Et la maison que nous construisions maintenant, minuscule, imparfaite et éclatante de rire, était tout ce qu'ils ne comprendraient jamais. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais ma fille. J'avais son rire. J'étais en paix. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. Un an s'était écoulé depuis le jour où j'avais quitté cette maison et tout ce qu'elle représentait. Un an depuis que les messages vocaux hurlants avaient cessé. Un an depuis que les documents juridiques avaient commencé à revenir en notre faveur. Les services sociaux ont classé leur plainte contre moi. Ils ont qualifié les accusations de non fondées. Mais le mot semblait trop faible pour ce que cela signifiait pour moi et pour nous. Cela signifiait qu'ils avaient vu la vérité. Qu'ils avaient vu les notes de son professeur, les dessins de Willis qui ressemblaient plus à des cartes de solitude qu'à l'œuvre d'un enfant. Cela signifiait qu'ils avaient examiné les preuves et vu l'histoire que la famille de Belle avait tenté d'effacer. L'histoire d'une fille à qui on avait refusé le droit d'appartenir. Et ils avaient choisi la vérité. Mais même lorsque ce chapitre se terminait, je savais que l'histoire n'était pas terminée. Les ombres de cette maison persistaient parfois, comme une odeur qui ne partait pas. Certaines nuits, je voyais les yeux de Willa s'assombrir lorsqu'elle entendait le mot « famille », comme si le mot lui avait été volé, transformé en quelque chose de dur et de froid. Et parfois, tard dans la nuit, je restais éveillé à me demander si j'en avais fait assez,
si je m'étais suffisamment battu, si j'avais été le père dont elle avait besoin au moment le plus important. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas sur ce qu'il faut faire. Parfois, c'est encore comme une cicatrice. Le nom de Massy revenait encore de temps en temps. Par le bouche à oreille d'un ancien voisin ou par SMS d'un professeur qui avait eu les 2 filles dans la même classe. J'entendais parler des disputes qu'elle avait déclenchées dans le couloir, de la séance de thérapie à laquelle elle avait refusé d'assister, des notes qui étaient passées de brillantes à fragiles. Une partie de moi la regrettait. Elle aussi était une enfant, prise au piège des angles morts de sa mère et du favoritisme de ses grands-parents. Mais chaque fois que je pensais à la contacter, je me souvenais de la façon dont elle avait regardé Willa récurer le sol de la cuisine, de la façon dont elle avait soufflé ses bougies avec ses amis tandis que Willa se tenait dans un coin, telle une ombre. Je me souvenais que même un enfant peut être cruel, surtout quand les adultes autour de son professeur le sont. Je me demandais parfois si Belle s'était déjà assise dans le silence de cette caravane, à contempler les ruines de la maison qu'elle avait construite avec mon salaire, et avait réalisé ce qu'elle avait perdu. Avait-elle vu que sa fille commençait à se défaire sans les murs que j'essayais tant de maintenir ensemble? Avait-elle compris que la maison dont elle pensait avoir hérité ne lui avait jamais vraiment appartenu? Mais ces questions étaient comme de la fumée. J'avais beau essayer de les saisir, elles me filaient entre les doigts, ne laissant derrière elles qu'une odeur de brûlé. Je ne répondais plus aux SMS de Belle. Je n'en avais pas besoin. Mon avocat gérait chaque message, chaque tentative de conversation courtoise. Elle les appelait des malentendus, des regrets. Mais je ne croyais pas aux regrets de ceux qui avaient vu ma fille pleurer sans rien dire. Elle avait eu sa chance de se racheter. Elle avait eu sa chance de dire « ce n'est pas juste » ou « ça suffit ». Et elle était restée silencieuse. Le silence est un choix. Willa a cessé de poser des questions à ce sujet au bout d'un moment. Au début, elle demandait où était Massy ou pourquoi nous n'étions pas retournés à l'ancienne maison, mais je lui répondais toujours la même chose. Nous sommes à la maison maintenant. C'est notre place. Elle hochait la tête comme si cela suffisait. Et au bout d'un moment, c'était vraiment le cas. Son rire est revenu, lent et prudent, d'abord, comme un oiseau qui tâte le vent. Mais maintenant, il est plein et clair, un son qui emplit l'appartement de lumière, même les jours les plus gris. Elle chante à nouveau, inventant des chansons sur le chat, les tournesols et le chien du voisin qui aboie pour tout. Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Certains jours, nous marchons jusqu'au parc et elle court devant moi, les bras grands ouverts comme si elle essayait d'atteindre le ciel. Je la regarde partir, ressentant dans ma poitrine un mélange de fierté et de chagrin. Parce qu'elle est si forte, parce qu'elle est si libre, et parce qu'elle a dû se battre si durement pour trouver cette liberté. Je me demande combien d'autres enfants n'ont jamais la chance de courir comme ça. Combien d'entre eux restent petits dans des maisons où leurs rires sont rationnés et leurs valeurs mesurées à la façon dont ils correspondent à l'histoire de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon à regarder les tournesols se pencher dans les dernières lueurs du jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Papa, tu crois que je leur manque ?» Je l'ai regardé, la façon dont le soleil éclairait ses cheveux et les dorait à la petite cicatrice. Sur son coude, dû à sa chute de vélo l'été dernier. Devant la force dans ses yeux. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être qu'ils le savent. Mais ce n'est pas à toi de t'en soucier. Elle y réfléchit longuement, puis hocha la tête. D'accord, dit-elle. D'accord. Et, comme ça, elle laissa tomber. Cette nuit-là, je restais éveillé, les bruits de la ville pénétrant par la fenêtre ouverte, le chat ronronnant au pied du lit. Je repensais au chemin parcouru, aux batailles que nous avions menées, les petites comme les grandes, à chaque fois où j'avais ravalé ma fierté au nom de la paix, et à chaque fois où j'aurais souhaité que quelqu'un me défende comme j'avais finalement appris à la défendre. Et je repensais à la maison que j'avais laissée derrière moi. La maison qui n'avait jamais vraiment été la nôtre, quel que soit le nom inscrit sur l'acte de propriété. Je me demandais s'ils étaient assis à leur table maintenant, à contempler les fissures dans les murs, se demandant comment tout avait pu s'écrouler. Je me demandais si les parents de Belle essayaient encore de faire comme s'ils n'avaient pas été les artisans de leur propre effondrement. Je me demandais si Massy avait jamais pensé à Willa et ressenti une pointe de regret. Mais même si c'était le cas, je savais que ça n'avait plus d'importance, car je n'étais plus dans cette maison. Je n'étais plus cet homme-là. Maintenant, je suis l'homme qui prépare les repas de l'école avec des mots qui disent « Je t'aime. Tu es incroyable. Passe une excellente journée. » Je suis l'homme qui construit des châteaux de couverture dans le salon les jours de pluie. Qui laisse Willow choisir le film,
même si cela signifie regarder le même dessin animé 3 fois de suite. Je suis l'homme qui va à toutes les réunions parents-professeurs, qui applaudit le plus fort à chaque concert de l'école, qui achète les fournitures d'art même quand le loyer est serré. Je suis l'homme qui ne lui laissera jamais oublier qu'elle compte, qu'elle est suffisante, qu'elle mérite un foyer à la hauteur de ses rires. Parfois, je me demande si j'aurais dû me battre plus fort, si j'aurais dû élever la voix dans cette maison, si j'aurais dû crier au visage de Patrice ou balancer une assiette dans la cuisine. Mais ensuite, je me souviens que parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire est de simplement partir. Parfois, partir est le combat. Parfois, le silence est le cri. Et parfois, le plus grand acte de défiance est de choisir la paix. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de lui donner raison, de prouver à Willa que sa valeur n'était pas sujette à débat, qu'elle n'avait pas besoin de permission pour occuper une place dans sa vie, qu'elle méritait d'être choisie chaque jour. Et chaque jour, je la choisis. Alors, dis-moi, suis-je allé trop loin, ou suis-je finalement allé assez loin? Parce que chaque fois que je la vois sourire, chaque fois que je l'entends rire, chaque fois que je la vois courir comme le vent, les bras grands ouverts, je connais la réponse. Je suis allé exactement assez loin. Je suis allé jusqu'au bout du monde et je suis revenu pour lui montrer qu'elle compte.